Il humilie et refuse à un soldat noir de s'asseoir en première classe. Mais à l'aéroport, il reste. Adama Keita, un jeune soldat noir de 28 ans, revient après une mission de 6 mois dans une région de guerre. Adama est épuisé. Il se sent vidé, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Les horreurs qu'il a vécues dans la zone de conflit restent gravées dans son esprit, chaque jour étant une lutte pour survivre, pour tenir bon et pour protéger ceux qu'il pouvait. Les visages des camarades tombés au combat, les scènes de destruction, les nuits sans sommeil, tout cela le hante encore. Il ferme les yeux un instant, essayant de se rappeler la sensation du vent frais sur son visage, du sol ferme sous ses pieds, de la chaleur d'un repas simple partagé avec ses frères d'armes. Ses pensées deviennent son refuge alors qu'il se trouve dans l'aéroport, un endroit qu'il avait imaginé comme un sanctuaire de paix et de normalité. Mais au fond de son esprit, une pensée persistante occupe une place importante, retrouver sa famille. Sa mère, son frère, ses amis. Il s'imagine les voir, les serrer dans ses bras, loin de la violence et de l'incertitude de la guerre. Il songe à la maison, à l'odeur du café du matin, aux éclats de rire autour de la table, aux conversations simples et réconfortantes qu'il n'a pas eues depuis trop longtemps. Ce retour à la normalité est ce qui le maintient en vie pendant cette mission. Et maintenant, enfin, il en est à l'aéroport, prêt à franchir ce dernier obstacle avant d'être de retour chez lui. Mais alors que ses pensées flottent sur la promesse d'une vie paisible, une ombre d'humiliation s'annonce déjà. Il s'avance vers le comptoir d'enregistrement, son uniforme militaire impeccable, une petite valise de voyage à ses côtés. Malgré la fatigue qui pèse sur lui, Adama marche droit, son pas déterminé. Il a l'habitude de faire face à l'adversité, mais il ne s'attendait pas à ce que cette adversité prenne la forme d'une confrontation aussi dégradante dans un lieu aussi ordinaire qu'un aéroport. Il se tient bien droit, une posture qu'il a acquise au fil des années d'entraînement militaire. Son uniforme est propre, ses galons de soldat brillent sous la lumière artificielle de l'aéroport, une petite preuve de son engagement et de son dévouement. Un petit sourire se dessine sur ses lèvres lorsqu'il tend son billet à la préposée. Une simple formalité. Premier vol en première classe, Monsieur Keita, demande-t-elle poliment, un sourire courtois accroché aux lèvres. Oui, c'est bien cela, répond Adama, sa voix calme mais pleine d'une douceur qu'il a apprise dans l'intimité des moments passés avec sa famille. Il pense à l'atterrissage, aux retrouvailles, aux bras ouverts qui l'attendent. La tranquillité du vol, une simple parenthèse après la tempête, semble à portée de main. Il marche vers la porte d'embarquement, prêt à se laisser envelopper par la quiétude de son siège. Mais avant même qu'il puisse se rendre vers la porte d'embarquement, un homme d'affaires dans la quarantaine, arrogant, s'approche de lui. L'homme s'avance d'un pas sûr, avec l'assurance d'un homme qui a toujours obtenu ce qu'il voulait, sans jamais devoir rendre de compte. Laurent Dubois, un magnate de l'immobilier, possède cette aura que lui confère son statut et sa fortune. Il porte un costume sur mesure, ses chaussures luisent, et son regard scrute Adama comme s'il n'était qu'une silhouette insignifiante dans son champ de vision. Laurent est l'exemple même de l'indifférence au monde qui ne gravite pas autour de lui. Il voit Adama et, comme un réflexe, la supériorité qu'il croit avoir lui donne le droit d'agir comme s'il détenait la vérité absolue. « Excusez-moi, mais je crois qu'il y a eu une erreur, dit Laurent en fixant Adama avec un dédain palpable. Ce siège est réservé à des passagers de mon statut. Vous n'êtes pas censé être ici. La phrase frappe Adama comme une gifle invisible. Il sent ses muscles se tendre. Cette remarque n'est pas simplement une question, c'est une mise à l'épreuve de son identité, de sa dignité. Il est un soldat, un homme qui a défendu son pays au péril de sa vie. Mais ici, dans cet aéroport, il n'est rien de plus qu'un inconnu pour cet homme. Un autre regard jeté dans sa direction. Adama, un peu pris au dépourvu, lève les yeux pour lui répondre calmement. « Je suis un soldat, monsieur. Je reviens d'une mission. Ce billet m'a été attribué en première classe. » Il se force à garder une voix calme, mais la colère bouillonne à l'intérieur de lui. Chaque mot qu'il prononce semble se perdre dans le vide, frappé par la hauteur du regard de Laurent. Adama sent son cœur battre plus fort, sa mâchoire se serrer. Il se rappelle les batailles qu'il a menées, les blessures qu'il a subies, les camarades qu'il a perdus. Et pourtant, ici, dans ce lieu censé être un sanctuaire, il est à nouveau réduit à une simple silhouette, un autre. Laurent, ignorant totalement sa réponse, poursuit sur le même ton, plus hautain. « Vous vous trompez, mon ami. Les places en première classe sont pour des gens qui ont de l'importance, des gens comme moi. Allez vous asseoir en classe économique. »
Le mépris dans ses paroles est une lame de fond. Laurent parle comme si Adama n'était rien de plus qu'une erreur dans son monde parfait. Il le traite comme une nuisance, une brèche dans l'ordre de son univers, où l'argent et le statut sont les seules monnaies acceptées. Laurent ne voit pas l'homme qui se tient devant lui. Il ne voit qu'un obstacle qu'il veut éliminer. Il n'entend pas la fierté dans la voix d'Adama, la dignité d'un soldat qui a accompli des choses que Laurent ne comprendra jamais. Laurent ne voit pas l'honneur, il ne voit qu'une couleur, un statut, une hiérarchie. Les regards des autres passagers commencent à se tourner vers Adama. Certains hésitent, d'autres s'éloignent, mais beaucoup restent silencieux, comme si l'air lourd de l'intimidation se répercutait dans chaque coin de l'aéroport. Le ton de Laurent est si arrogant, si implacable, qu'il semble presque naturel pour lui d'exiger que quelqu'un se retire. Adama prend une profonde inspiration, maîtrisant la colère qui monte en lui. Le monde autour de lui semble se figer dans un moment suspendu, une sorte de silence lourd malgré les murmures des passagers. L'air est saturé d'une tension palpable, un mélange de dégoût et d'incompréhension. Adama sent son corps se contracter sous l'effet de l'injustice qui s'abat sur lui. Le regard de Laurent est implacable, rempli d'arrogance et de mépris. Mais Adama se force à respirer profondément, à ne pas céder à la rage qui gronde en lui. Il sait que la violence ne le mènerait nulle part. Mais la douleur, la frustration, la stigmatisation qu'il subit ici, dans ce lieu où il était censé se sentir en sécurité, sont insupportables. « Je ne vais pas bouger, monsieur. Ce siège m'appartient, répond-il calmement, sa voix tranchant l'air avec une fermeté surprenante. Le soldat en lui reste debout, implacable, contre l'oppression, contre la croyance erronée que sa place dans la société peut être dictée par le statut de quelqu'un d'autre. Il est fatigué, oui, mais sa dignité est intacte. Mais Laurent, imbu de son pouvoir, ne l'entend pas de cette oreille. Son visage se ferme dans une expression d'indignation, comme si le simple fait qu'un homme comme Adama ose remettre en question son autorité était une offense personnelle. « Je vais appeler la sécurité. Vous n'avez rien à faire ici. » Le ton de Laurent devient encore plus acerbe, presque menaçant. Il est persuadé que la situation se résoudra avec la simple intervention d'une figure d'autorité, qu'il peut manipuler avec sa richesse et son statut social. Il ne réalise pas qu'il est en train d'ajouter de l'huile sur le feu, exacerbant la situation au lieu de la résoudre. La situation devient de plus en plus tendue. Les murmures autour d'eux grandissent, chaque spectateur pris dans ce spectacle gênant, comme s'il assistait à une scène de théâtre. Certains prennent leur téléphone pour enregistrer la scène, d'autres échangent des regards furtifs, mais personne ne bouge. Il y a cette sensation déprimante d'une complicité tacite qui se cache dans l'inaction. Chaque regard posé sur Adama est une sorte de jugement silencieux, certains peinant à comprendre pourquoi il résiste, d'autres choqués mais trop craintifs pour intervenir. Laurent, de plus en plus imbu de lui-même, continue à harceler Adama. « C'est moi qui paye pour ces sièges, et je vous dis que vous n'en faites pas partie. » Il prend plaisir à souligner la division de classe, le fossé entre ce qu'il perçoit comme les dignes et les indignes. Il parle comme si le simple fait qu'Adama soit là, en première classe, était une erreur du système. Il incarne l'injustice dans sa forme la plus crue, comme si l'argent et le statut social étaient les seuls critères valables. Finalement, un agent de sécurité s'approche, son regard tourné vers Adama. La présence de l'agent est glaciale. Il n'a pas besoin de connaître les détails pour savoir où se trouve le pouvoir ici. Ses yeux se posent sur Adama avec cette lueur indifférente, presque mécanique. « Vous devez libérer le siège, monsieur, dit-il froidement, se rangeant du côté de Laurent sans poser de questions. Sa réponse est aussi prévisible que décevante, un simple exécutant de l'ordre social. Il ne cherche pas à comprendre, à remettre en question la légitimité de la demande de Laurent, ni même à regarder les circonstances de la situation. « Non, je ne bougerai pas, réplique Adama, gardant son calme. La voix d'Adama est ferme, mais son cœur se serre. La réalité de l'injustice qu'il vit, et qu'il ressent dans chaque fibre de son être, s'alourdit. Il n'est pas qu'un soldat. Il est un homme fier de son parcours, de sa dignité. Mais tout cela semble aussi futile face au regard des autres, face à l'autorité de Laurent et de la sécurité, qui ne voient en lui qu'un obstacle à leur vision du monde. Ce siège m'a été attribué, répète-t-il, comme pour se convaincre lui-même qu'il a raison, qu'il mérite sa place ici, qu'il n'y a aucune raison logique ou morale de l'en déloger. Malgré la dignité d'Adama, la pression sociale et l'autorité de Laurent sont trop fortes. Adama S.E. St. Page. Il a l'impression que ses racines,
son identité, sont remises en cause. La pression d'être un homme noir dans une société où sa place semble toujours être celle de l'autre est accablante. La chambre de l'aéroport, qui devait être un lieu de tranquillité, devient une scène où il doit défendre son existence même. Les murmures augmentent en intensité, des passagers chuchotent, certains expriment leur désapprobation discrète, d'autres semblent soutenir Laurent, trouvant dans son discours quelque chose qui fait écho à leurs propres préjugés. Finalement, Adama est contraint de quitter son siège. C'est un moment amer. Chaque muscle de son corps lui hurle de rester, de refuser de céder, mais les circonstances deviennent plus grandes que lui. Il se lève lentement, son visage figé dans une expression de dignité, mais son cœur bat la chamade. Il marche vers la classe économique, chaque pas le plongeant plus profondément dans un abîme d'humiliation. Il est pris dans une danse qu'il n'a pas choisie, celle d'un homme qui doit accepter l'inacceptable pour éviter l'escalade, pour éviter que la violence éclate. Le vol se passe dans une atmosphère lourde. Adama s'assoit dans son nouveau siège, les épaules voûtées sous le poids de l'injustice qu'il vient de subir. Il tente de se concentrer sur la vue par le hublot, mais chaque fois qu'il ferme les yeux, l'image de Laurent, satisfait de sa victoire, le hante. La douleur de l'humiliation est omniprésente. Il repense à la mission, à ses camarades disparus, à ceux qu'il a laissés derrière. Il aurait voulu être fier de son service, mais cet incident a ébranlé quelque chose en lui. Laurent, quant à lui, semble plus détendu. Il se vautre dans son arrogance, observant Adama de temps à autre avec un sourire narquois, un regard empli de triomphe. Comme si, à ses yeux, il avait réussi à remettre ce soldat noir à sa place. Le monde selon Laurent est une hiérarchie bien ordonnée, et Adama, pour lui, n'était qu'un simple grain de sable dans cette machine parfaite. À l'atterrissage, alors que les passagers commencent à se lever pour récupérer leurs affaires, Laurent se précipite hors de l'avion, excité de retrouver son propre confort après ce vol. Il se dirige vers la sortie de l'aéroport avec un sourire triomphant, sûr de lui, persuadé que tout le monde l'a vu comme un héros. Il a l'impression d'avoir fait une bonne action en renvoyant un soldat à sa place, un réflexe ancré dans un système où les personnes comme lui pensent avoir tous les droits. Mais ce qu'il ignore, c'est que la véritable scène de cette journée ne se déroule pas dans le terminal, mais dehors, à l'arrivée. Dès que Laurent quitte l'avion, il remarque quelque chose d'étrange. Il n'a pas encore mis un pied hors de l'appareil que quelque chose attire son attention, une sorte d'agitation inhabituelle. Des photographes et des journalistes se trouvent là, près de la porte d'entrée, leurs caméras braquées dans sa direction. Il remarque aussi une ligne impressionnante de limousines étincelantes, garées tout près, des chauffeurs en uniforme attendant patiemment. Des assistants s'affairent autour, préparant la scène, vérifiant les équipements, tous les regards tournés vers un point invisible qu'il ne comprend pas tout de suite. Une légèreté s'empare de lui, une confiance naïve renforcée par le dévouement des personnes qui semblent l'attendre. Laurent, croyant sans l'ombre d'un doute que l'attention est pour lui, ajuste machinalement son costume, lissant les plis avec une satisfaction de plus en plus visible. Il sourit largement, enflé de fierté et d'arrogance, imaginant que ce moment de reconnaissance lui est réservé. Après tout, il a le pouvoir, l'argent et la position sociale que beaucoup envient. Il se redresse, gonfle la poitrine et commence à marcher vers la sortie avec une démarche triomphante, les yeux perçant la foule de journalistes, prêts à savourer l'admiration qui, selon lui, doit lui être offerte. Mais à sa grande surprise, un spectacle totalement inattendu se déroule devant lui. C'est Adama qui fait son apparition, calme et digne, entouré de personnes en uniforme. Le contraste entre les deux hommes est saisissant. Tandis que Laurent avance avec une arrogance palpable, Adama, lui, se déplace avec une sérénité absolue. Ses pas sont mesurés, pleins de gravité, comme si chaque mouvement portait un poids bien plus lourd que celui de son propre corps. La scène qui se déroule sous les yeux de Laurent semble irréelle. Les journalistes se précipitent alors vers Adama, leurs caméras s'allumant à l'unisson. Une pluie de questions s'abat sur lui, mais il avance sans s'y attarder, son visage implacable. Les flashs crépitent autour de lui, immortalisant chaque instant de ce moment qui semble déjouer toute logique. Les limousines, ces symboles de prestige et de pouvoir, ne sont pas là pour Laurent. Elles sont là pour Adama. Un frisson parcourt l'échine de Laurent alors qu'il observe ce déploiement de respect et de reconnaissance. Il est là, figé, la bouche ouverte, les bras ballants, incapable de comprendre comment il a pu se laisser emporter par son propre jugement et son arrogance. Adama Keita, soldat de distinction, décoré de la médaille d'honneur et créateur d'une organisation pour le soutien des anciens combattants,
accueilli par la presse et les autorités locales, annoncent les journalistes. Chaque mot prononcé par les journalistes résonne comme un coup de tonnerre dans l'esprit de Laurent. Son monde, fondé sur la richesse et la notoriété, s'effondre soudainement. Ce n'est pas un simple soldat, pas un homme à sa place dans la classe économique, c'est un héros, un homme qui a servi son pays avec honneur et a sacrifié plus que Laurent ne pourrait jamais imaginer. Adama, sans même un regard en arrière, est désormais la personne qui capte toute l'attention. Il est un homme respecté, un modèle d'intégrité, et sa dignité, qu'il a préservée tout au long de l'incident, se voit enfin reconnue par le monde. Laurent, horrifié, comprend alors l'ampleur de son erreur. Le poids de la révélation s'abat sur lui avec une violence dévastatrice. Il a humilié un homme dont il n'avait aucune idée de la véritable valeur. Ses actions étaient celles d'un homme faible, asservi à ses préjugés raciaux et à la croyance aveugle que son statut social le rendait supérieur à tout et à tous. Dans cette prise de conscience brutale, Laurent se rend compte qu'il n'a pas simplement offensé un inconnu. Non, il a humilié quelqu'un de plus grand, plus noble, que lui. La honte l'envahit, l'étreignant d'une manière qu'il n'avait jamais connue, écrasant son ego et sa certitude. La scène devient une pièce de théâtre à la fois tragique et ironique. Les limousines emportent Adama, laissant Laurent derrière, figé sur place. Les portes se ferment doucement, et le cortège d'Adama prend la route, les moteurs ronronnant de manière apaisante dans le contraste de ce qui vient de se passer. Laurent, lui, reste là, seul, regardant les véhicules s'éloigner, incapable de bouger. Il est devenu un simple spectateur dans une histoire qui ne le concerne plus. Il aurait aimé être celui qui reçoit les honneurs, celui qui marque l'histoire de ce moment, mais il est désormais relégué à une seconde place, une place qu'il ne pourrait jamais racheter. La vérité qu'il a ignorée, que ses privilèges lui ont cachée, lui est enfin dévoilée. En quittant l'aéroport, Adama ne jette même pas un regard en arrière. Il a tourné la page, comme il a toujours su le faire, parce que son caractère est forgé dans le respect de soi-même et dans l'humanité qui ne se mesure pas à l'injustice. L'humiliation vécue dans l'avion, l'agression verbale de Laurent, tout cela appartient au passé. Il n'y a plus de place pour les rancunes, ni même pour la reconnaissance, car Adama sait que la véritable victoire est dans l'esprit, dans le cœur, et non dans les honneurs ou les titres. Son regard est déjà tourné vers l'avenir, vers d'autres batailles, d'autres vies à toucher. Mais Laurent, quant à lui, ne pourra jamais oublier ce qu'il a fait. La scène de l'aéroport et son visage décomposé seront gravés dans sa mémoire pour toujours. Il se retrouve seul, dans le silence de sa voiture, son arrogance effondrée, la tête basse. Il est un homme brisé, mais pas par des événements extérieurs. Non, il est brisé par la confrontation avec ses propres préjugés, par la réalisation qu'il a humilié un homme qu'il ne comprenait même pas, et qu'il a fait avec une certitude qui maintenant lui semble ridicule. Il se perd dans une réflexion amère sur ses actes, sur la futilité de ses jugements. L'histoire de Laurent et Adama devient un puissant message. L'humilité n'est pas un luxe, mais une nécessité. La richesse, l'apparence et le statut ne valent rien si l'on ne traite pas les autres avec dignité. La véritable classe ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans la manière dont on se comporte face à ceux qui ne peuvent rien nous apporter en retour. Laurent a pris conscience de cette vérité trop tard, mais peut-être que d'autres pourront éviter de faire la même erreur, d'apprendre de son humiliation et d'évoluer vers une humanité plus juste.